Donc, on va voir maintenant un petit peu quelques œuvres qui vont nous aider à comprendre la démarche de Vincent Van Gogh. Déjà ici, je vous ai mis un autoportrait, mais qui est un autoportrait déjà de sa maturité, on peut dire, où on peut reconnaître ces touches de peinture ondulées qui, bien sûr, elles viennent de l'impressionnisme, bien sûr, elles viennent de là, mais qui ne sont pas du tout ici pour représenter une lumière spécifique ou pour rendre service à une impression donnée. Au contraire, elles sont bien là pour exprimer une émotion spécifique, une tension, c'est une ligne qui est une ligne aussi qui dessine un petit peu ici les portraits. On le voit autour notamment de la figure et qui sont là vraiment pour amener un côté sensation et donc non pas impression dans le sens d'impression par rapport à ce que j'ai en face à moi, mais on est dans une intériorisation de ce geste pictural. Mais avant d'arriver à cette production, qui est typique du travail de Van Gogh et des œuvres que tout le monde un petit peu connaît, comme je vous disais, Van Gogh est passé par une phase qu'on peut définir plutôt réaliste. Alors, c'est un peintre qui est un autodidacte, qui avait quand même certaines difficultés, on va dire, techniques, surtout au début de sa pratique. Ici, je vous ai mis les mangeurs de pommes de terre, donc c'est une toile de sa jeunesse où on voit vraiment cette inspiration réaliste d'un contexte ici agricole de ces personnes qui sont en train de manger des pommes de terre. Donc on retrouve un petit peu toutes ces recherches que nous avons vues chez les réalistes de vouloir représenter la réalité telle qu'elle dans le sens aussi de pouvoir s'intéresser à des sujets qui avant n'étaient pas considérés comme des sujets intéressants pour la peinture. Donc on fait un petit peu un pas en arrière par rapport à tout ce que l'on vient de voir. Mais déjà on voit dans la façon dont Van Gogh propose ces toiles, ces côtés très expressifs qui est loin de l'objectivité des voulus, ou en tout cas déclarés par les peintres réalistes qui souhaitait représenter la réalité telle qu'elle. Et donc, c'est là, on le voit notamment dans les traits des visages de ces personnages très marqués, quasi caricaturaux. On verra chez Van Gogh cette fameuse ligne noire qui définit vraiment ces figures et qui restera quand même dans sa peinture. Et cette ligne permet vraiment d'exalter un petit peu les traits expressifs à la fois des personnages et des objets. Ici, il y a quand même, malgré le fait que ce ne soit pas les Van Gogh que l'on connaît, il y a quand même un travail sur l'expression de cette ligne, la nervosité de cet espace et l'étude de cette lumière, qui est plutôt quelque chose qui vient de l'histoire de la peinture, notamment des anciens Pays-Bas et qu'on retrouve chez lui également. Par la suite, un autre aspect très important qui n'a pas influencé que lui, mais bien aussi les peintres impressionnistes. La dernière fois, je n'ai pas vraiment insisté là-dessous, mais c'est quand même quelque chose qui était devenu très à la mode à l'époque. Ce sont les estampes japonaises qui ont vraiment joué un rôle capital dans la façon de concevoir l'espace et de proposer de nouveaux moyens graphiques, mais également des structurations dans l'espace tridimensionnel liées à une perspective qui est une perspective créée par la diagonale et par superposition des plans, plus que par que par une perspective linéaire géométrique. Alors ici, je vous ai mis en haut les fameux tournesols de Van Gogh, un tableau assez célèbre, et je vous ai mis à droite une reproduction d'une estampe de Hiroshige. Et vous voyez comment ce côté essentiel des estampes, les côtés graphiques, les côtés dessinés d'une ligne noire qui suit les contours, on le retrouve dans la production de Van Gogh. Ici, clairement, dans cet amandier en fleurs, on reconnaît aussi la palette des couleurs typiques
ces estampes avec aussi un côté pastel assez important. Et donc, cela s'inscrivait parfaitement dans la mode un petit peu de l'époque, à la fois ces estampes qui étaient ramenées de l'étranger aussi pour envelopper des objets et qui ont un certain succès, notamment aussi euh, pour, euh, pour d'autres peintres comme Manet, etc. Nous n'avons pas spécialement parlé. Disons qu'ici, c'est vraiment très très clair. Peut-être qu'avant, chez d'autres peintres, c'est un peu moins explicite, même si cette influence, elle était déjà bien là. À lui, ça lui rajoute aussi, dans ces deux cas, une palette quand même beaucoup nettement plus claire et joyeuse, entre guillemets, que cette peinture typique réaliste avec ses tons de brun et des tons foncés. Alors, cette palette, on la retrouve notamment dans des œuvres comme La chambre à coucher, une œuvre assez célèbre. Alors, cette œuvre, comme d'autres de Van Gogh, où il n'y a pas spécialement des sujets, mais des objets, ces objets sont vraiment des objets autobiographiques et sont en quelque sorte à regarder comme s'il s'agissait des portraits. D'accord? Parce qu'un portrait n'est pas spécialement, uniquement le visage de quelqu'un. Ça peut être aussi l'allégorie à travers un objet qui symbolise un petit peu l'intimité de cette personne et qu'est-ce qui peut symboliser mieux cette intimité qu'une chambre, d'accord, que sa propre chambre. Tout le monde a vraiment une identité qui s'exprime à travers sa maison, mais aussi sa chambre, en particulier quand on est plus jeune. Et ici, on retrouve vraiment cette intimité chez lui, intimité que moi je trouve elle est soulignée par cette palette de couleurs sur le ton un petit peu du pastel. Mais en même temps, vous voyez comment l'artiste travaille cette perspective, une perspective qui est un peu bancale. Vous voyez que la perspective de la pièce ne correspond pas à la perspective de la chaise. On a ces contours très nets avec cet empattement de couleurs qui devient vraiment de la matière. Là aussi, on peut repenser également aux peintres impressionnistes, comme par exemple Monet dans ses cathédrales de Rouen, où on voit cet empattement. Mais ici, c'est encore différent parce que c'est un empattement qui est quasi graphique. Ça peut faire penser aussi à un dessin animé, d'accord? Et donc, tous ces signes, les gestes picturaux, il est mis en avant pour pouvoir exprimer un certain sentiment ou certaines sensations. C'est dans ce sens que Van Gogh, il est considéré comme un précurseur, en tout cas de tous les éléments de ce qui sera développé par la suite chez les expressionnistes. Alors ici, vous avez un exemple très célèbre, je pense que tout le monde le connaît, même en tant qu'image, parce que comme je vous disais tout à l'heure, elle a été reproduite dans tous les sauces. Donc c'est La nuit étoilée de Van Gogh, tableau vraiment très célèbre. Et là, encore une fois, vous voyez comment ces touches de peinture qui tourbinent, elles sont bien loin quand même d'une représentation impressionniste. Ça va? Et l'autre chose, c'est que Van Gogh, la raison pour laquelle les toiles de Van Gogh ont cette explosivité en termes de couleurs, de palettes, de contrastes, est donnée par l'utilisation qu'il fait des couleurs pures. Donc, encore une fois, il va appliquer directement la couleur pure sur la toile, mais il va également jouer énormément avec les couleurs complémentaires. Donc, ici, notamment, c'est le cas du bleu et du ton jaune-orange. Et donc, en mettant ces couleurs complémentaires, ces deux couleurs complémentaires, elles vont rendre les couleurs encore plus brillantes. Et les traits qu'il utilise sont des traits qui expriment l'état d'âme et s'éloignent de cette idée d'impression et de représentation du réel, d'accord? Donc, les paysages deviennent en quelque sorte ici les reflets d'un ressenti spécifique et introspectif de l'artiste. Alors, par rapport à cette histoire des couleurs complémentaires et du fait que ça les rend plus brillants, on est dans du contraste simultané des teintes. Donc ici, je vous ai mis un exemple que je pense, si vous le regardez, vous vous rendez compte de comment ça fonctionne. Donc, vous avez en fait deux carrés avec deux couleurs primaires, les bleus et les magentas, et à l'intérieur deux couleurs primaires, excusez-moi, complémentaires. Donc d'un côté l'orange pour le bleu et le vert pour le magenta. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, ces carrés d'orange et de vert sont les mêmes en haut et en bas. D'accord? C'est exactement la même teinte. Mais quand vous les regardez, normalement, vous avez l'impression que les carrés qui se trouvent en bas sont plus foncés que ceux qui se trouvent à l'intérieur du carré de la couleur primaire. Alors, c'est effectivement ce contraste simultané de teintes qui provoque ça. Donc, l'association juxtaposée de ces deux couleurs les rend plus brillants et plus clairs, un tout petit peu plus clairs. Et donc, ça joue sur le contraste des couleurs et c'est une des raisons pour lesquelles les tableaux de Van Gogh sont connus pour, si on revient maintenant à la nuit étoilée, pour ces couleurs qui sont à la fois évidemment des couleurs pures, donc déjà par définition, elles ont quand même une certaine luminosité, mais vraiment pour ces contrastes qui sont accentués par le fait systématiquement de jouer sur cette juxtaposition des couleurs et la relation qui se crée entre les deux. Alors ici, c'est un autre exemple justement de l'utilisation de ces couleurs où on a cette rouge, ce vert, etc. Tout devient, ici on est dans des tons extrêmement acides, donc c'est les cafés de nuit. Ici, on est vraiment dans une œuvre qui préannonce un petit peu ce qui va se passer chez les peintres expressionnistes. Je vous rappelle également que ça s'inscrit quand même dans cette continuité des recherches de certains peintres impressionnistes, notamment ce que nous avons vu chez Degas avec des tableaux comme l'Absinthe, où il y avait cette dame qui était assise dans un café en train de consommer cette boisson dans un état autre. Ici, vous voyez bien que cette couleur, c'est une couleur qui n'est pas du tout réaliste ni naturelle. Cette perspective, elle provoque un sentiment un petit peu d'angoisse, de côté très étroit dans les tableaux. Tout est marqué par ces traits noirs qui accentuent un petit peu ce côté vraiment expressif de cette impression. Les personnages, on ne peut quasi pas reconnaître vraiment les visages de ces personnages. Ces lumières, elles rayonnent d'une façon presque, comment dire, presque extraterrestre avec ses couleurs. Cette horloge aussi, elle est un petit peu déformée. Les rideaux de cette porte marqués comme ça avec cette ligne très noire, on comprend même pas vraiment, on peut en déduire que c'est un rideau, mais ça le transforme vraiment dans des espaces qui peuvent nous amener à cet état d'angoisse, d'aliénation. Ça va? Et pour finir, je vous ai mis un autre tableau qui est très très célèbre, qui est les chambres de blé au Corbeau, où ici à nouveau on voit ce contraste des teintes qui est fait à nouveau, bon c'est plutôt du jaune que de l'orange, mais on est quand même dans cette palette là, et les bleus qui évidemment les deux ensemble provoquent cette côté très très lumineux, contrasté de l'image. Ici les traits sont de plus en plus nerveux, ils amènent vraiment ce côté angoissant, puis on voit ces corbeaux noirs sur ce champ de blé. Il semblerait que c'est un des derniers tableaux qui a été peint par l'artiste avant de se suicider. Donc on peut un petit peu ressentir peut-être l'état d'angoisse dans lequel il pouvait se trouver. Et on a un côté aussi très très essentiel de la scène par rapport même à des peintures très rapides des peintres impressionnistes. Ici on est arrivé vraiment à des traits, c'est que des traits pour pouvoir représenter ces blés, des traits qui vont en diagonale. Tout de suite, ça nous fait penser à un champ de blé. On a cet espace qui est divisé par du jaune et du bleu et ces corbeaux noirs avec le ciel qui est en train de défoncer par le dessous et cette sorte de différents schémas qui s'ouvrent dans ces champs de blé et qui accentue encore plus cette idée aussi, cette utilisation qu'il a de la perspective comme une perspective qui nous amène dans une réflexion d'introspection et des sensations personnelles et psychologiques.